Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la type catch-up passent au crible tous les shows de la WWE. Bienvenue aujourd'hui sur les flots tumultueux du vaisseau amiral de la WWE. Welcome to Monday Night Raw. Ça se passe dans l'état de New York, à l'ouest de New York, à Buffalo, USA, au KeyBank Center. Aux commentaires, Byron Saxton, Jimmy Smith et Jerry Lawler, qui est toujours là pour faire le backup de Corey Graves en lune de miel. Chères auditrices et auditeurs, vous m'avez peut-être identifié, je suis le dinosaure masqué que dit, je suis votre luchasaurus des podcasts, votre old school tonton Chris. Et pour m'accompagner, pour analyser, recenser ou mettre en PLS cet épisode de Monday Night Raw du 18 avril 2022, accueillons avec bruit et fracas mon tag team partner gériatrique of the day, qui s'est d'ailleurs mangé la présentation du Friday Night SmackDown du week-end dernier. Et d'ailleurs, je devrais lui réserver un chien de ma chienne parce qu'ils se sont permis du tonton bashing avec l'archange Géliel là. Alors là, attention, ça va chier des bulles dans cette review de Monday Night Raw. Ladies and gentlemen, laissez-moi vous introduire l'indéboulonnable, l'inamovible, l'inchavirable, l'insubmersible, Papy Anti-Atemi. Bonjour Salut, bonjour tonton, tu nous as manqué, oh là là, oh là là, aïe 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 aïe. On a fait péter le son, les ingénieurs vont être ravis, c'est formidable, je retrouve le papy pour cette review de Monday Night Raw. Alors papy, je veux dire, tout le monde l'a constaté, j'ai reçu des mails, il y a eu des gens qui ont été scandalisés par le tonton bashing que vous avez opéré avec l'immonde Géliel, et il va falloir donner des explications au peuple de Ketchup. Non mais attends, je vais dire un truc, moi j'étais pas du tout d'accord avec ce que Gilles disait, hein. Je dis tu peux pas parler de tonton comme ça, hein. Franchement, j'étais scandalisé. Ouais, voilà. Je le dis, Géliel, salaud, Géliel. Ah, c'était ça, les traces après, en fait, à la sortie du studio, chaises cassées, tout ça, vous vous êtes bagarrés, en fait. Alors, on n'était pas d'accord du tout. Franchement, là, Géliel, je trouve que, là, si tu nous écoutes, Géliel, je trouve que t'abuses. Ce que t'as fait à tonton, moi, je l'aurais jamais fait. C'est honteux et j'espère qu'on aura une explication man-to-man pour parler de cette affaire immonde, mais en attendant, on va rejoindre le vaisseau amiral de la WWE, peuple de catch-up. On est donc à Buffalo et on nous rappelle tout de suite une petite vidéo sur la rivalité du moment, la rivalité chaud bouillante du moment entre Cody et Seth Rollins. Et c'est Seth Rollins qui va débarquer sur le ring et qui va nous accueillir à Monday Night Rollins. Il a un magnifique costard as usual, il a une grosse réaction du public as usual, il va évidemment demander tout de suite à son rival Cody Rhodes de venir, ce que ce dernier ne va pas tarder. Ça va commencer à taper la discute un peu en ce moment là, c'est chaud, c'est chacun fait référence un peu. Rollins d'abord, il va commencer par faire référence à leur dernier affrontement en 2013 et c'était dans un match contre Shield versus Cody et Goldust. Ça nous rajeunit pas, mon papy, ça. Rollins d'ailleurs va pas être content en pensant parce que Rhodes en fait va le couper à plusieurs reprises pendant son laïus. Et l'architecte, finalement, il nous explique que voilà, il a fait de Rhodes une star à WrestleMania 38. Voilà, grâce à tout ce qui s'est passé, et voilà, Cody, dorénavant, il est installé. C'est un des plus gros babyface du monde du catch international. Et donc, il faut faire allégeance un peu à tout le travail de Seth Rollins pour ça. Après, je sais plus sur quoi ils vont se lancer. Oui, Cody, lui, il va un peu rappeler. Voilà, il voulait affronter Rollins, qui savait pas qui serait son adversaire. C'était la surprise que voilà, et que du coup, il a eu un gros impact. Il a gagné. Voilà, il a battu quand même Seth Rollins à WrestleMania. Donc finalement, il y a un point pour lui, quoi. Rollins, lui, va continuer un peu à trash talker. Il va expliquer que voilà, il peut pas vivre dans un monde où les fans pensent que Cody Rhodes est meilleur que lui. Rhodes, ça le fait bien marrer, il va bien jouer avec le public. D'ailleurs, il va même demander au public qui c'est le meilleur entre lui et Rollins, quoi. Et le public va approuver largement en faveur du babyface, ce qui est un petit peu le but de la manœuvre, peuple de catch-up. Et finalement, Rollins va continuer un peu à se chauffer et puis va dire écoute, ce soir, moi j'ai envie de te voir entre les cordes, sortir le costard et tu vas donc affronter un adversaire mystère qui sera choisi par Seth Rollins.
himself, qui du coup s'organise son petit booking du soir, mon papy. Donc, es-tu content que Seth Rollins s'improvise en tant que booker dans cet opener de Monday Night Raw? Ah, très content, parce que de toute façon, c'est tellement des feignasses, les bookers de la WWE, qui démarrent un show à chaque fois sans prévoir le main event. Donc, une nouvelle fois, voilà, ils le sous-traitent aux catcheurs, ils gèrent ça entre eux. C'est très bien. On se demande pourquoi on les paye, là, la Dame Pierce et Sonya Deville, là, les grosses feignasses. Sonya Deville, a priori, a d'autres plans. Euh, et donc, ouais, un opener qui fait le taf. Et même plus, je trouve qu'ils ont bien géré l'arrivée de Cody à WWE, là, le faire à WrestleMania, puis enfin le faire dans une période où tu étais propice à accueillir à son retour et le présenter comme une star, c'est que maintenant bah du coup bah les semaines après Mania, tu continues à avoir le feu sur lui, puis il continue à être ultra populaire. Euh, et donc ça marche plutôt bien. Euh, Rollins fait du classique là-dessus. Je sais pas quoi dire d'autre. De toute façon, hein. Bah, ça c'est. On attend de savoir qui c'est l'adversaire mystère. Alors je sais pas si toi t'avais une idée. Moi j'avais une idée. Je te la dirai plus tard parce que c'était pas la bonne. Donc voilà. Euh, mystère qui sera l'opposant mystère de Cody. Bah, écoute, on va savoir ça un peu plus tard. En tout cas, c'était une intro solide sur les appuis. Moi encore, j'étais bien embarqué. En plus, c'était plutôt bien parce qu'on sent d'entrée que le public de Buffalo est chaud et répond vraiment, vraiment bien à toutes les interactions avec les deux catcheurs sur le ring. Ça déroule des deux côtés. Là, on a deux mecs à l'aise au micro, quoi, de toute façon. Hein. Donc, et puis voilà, là, ça a sorti les costards et tout ça. C'est un peu la bataille de l'image. Alors, moi, j'ai envie de dire, d'un côté, t'as Cody qui a, voilà, pour lui, il a gagné le match à WrestleMania 38, quoi. Mais Seth Rollins, lui, il a quelque chose que Cody n'a pas, c'est que lui, il a déjà été champion du monde à la WWE. Et donc, c'est voilà, on joue. Seth Rollins joue à fond sur cette frustration face à Cody, qui lui attend toujours en fait de gagner ce titre qui est son Graal hein, depuis le début depuis qu'il est enfant, j'ai envie de te dire quasiment que c'est son Graal. Il a jamais touché le titre de champion du monde et il est face à un Grand Slam champion qui lui, bah, de toute sa superbe, lui rappelle avec allégresse son palmarès pour lui dire bah voilà qui c'est le champion, etc. Alors ok, tu veux devenir champion, mais il faut passer par moi quoi. Moi je trouve que c'est super bien raconté tout ça et que ça colle très bien. Alors le fait tu l'as très bien dit, voilà qu'ils sont tellement feignasses que du coup c'est les catcheurs qui organisent le booking en direct entre les cordes. La semaine d'avant je crois qu'on avait eu les Arcabro avec la personne de Randy Orton. Bah là du coup c'est Seth Rollins qui organise le main event. Donc bon bah écoute ça passe, c'est pas. Alors moi je t'avoue à ce moment-là vraiment aucune idée de qui allait être le fameux adversaire mystère. Mais je ne doutais pas que Seth Rollins allait nous trouver quelqu'un de qualité. Voilà, allez, on quitte ces deux personnages pour aller du côté de la division féminine. On va avoir droit à un WWE Women's Tag Team Championship entre Sasha Banks, Naomi, les championnes, versus Rhea Ripley et Liv Morgan. On va avoir droit à un match de 7 minutes 25 quand même, quoi. Sur le coup, d'ailleurs, j'étais plutôt lancé en me disant, oh là là là, ça sent les 2-3 minutes. Et au finalement, non, on va avoir un match un peu dans les critères entre 7 et 8 minutes. Du coup, c'est plutôt sympa. Rhea Ripley va avoir donné encore une grosse impression, quoi. C'est vraiment elle, la dominatrice de toute façon physique. Le public de Buffalo est bien présent parce que les babyface sont largement supportés. Encore une énorme pop à Sacha on a l'impression que c'est vraiment le Sacha Tour depuis WrestleMania là. Finalement, après quelques passes, Rhea Ripley va réussir à coller une grosse lariat à Naomi et va faire le tag à Liv Morgan pour qu'elle porte ensemble un Steiner Bulldog. J'avoue qu'il m'a épaté. Malheureusement pas payé parce que ça donnera qu'un nearfall. Naomi va tenter un petit roll-up de filou sur Morgan pour un compte de 2. Finalement, Morgan va lui répondre en lui collant une powerbomb et Ripley va enchaîner avec le Riptide. C'est Banks qui va venir sauver en cassant le tombé. Finalement, les championnes vont se retrouver ensemble dans le ring après un tag et vont porter un combo sur Morgan. Back statement et le review pour conserver 1, 2, 3 le titre des championnes par équipe. Après le match entre les challengers, ça va pas du tout bien se passer. Il va y avoir grosse dispute entre Ripley et Morgan. Et finalement, Rhea, elle va tout simplement sortir la brutality et elle va coller son Riptide
à Morgan. Le split est acté, c'est terminé entre Rhea Ripley et Liv Morgan. D'ailleurs, à la fin, Sarah Schreiber essaiera d'interviewer Rhea Ripley, mais elle va même pas vouloir répondre aux questions, ce scandale. Et voilà, Rhea Ripley, Liv Morgan, c'est une histoire d'amitié qui s'arrête là, mon papy. Enfin, on a envie de dire quand même là, alors ça avait été teasé il y a quelques semaines, puis ils avaient totalement endormi le truc depuis les 2 dernières semaines, et c'est revenu sur la rupture Rhea Liv. Alors moi perso, je suis content parce que je trouve que Rhea Ripley perdait son temps dans cette histoire et qu'il fallait vraiment qu'elle repasse un boost. Et un passage heel était peut-être le moment parce que finalement, depuis son intégration dans le main roster, elle a jamais vraiment réussi à décoller. Non pas par son manque de qualité in ring, mais vraiment par son personnage qui sourit toujours niaisement et puis qui se prend des naines à gérer. Et donc là, elle va montrer peut-être un peu de badassitude qui fera du bien. Après voilà, là, je reste sur mon idée que ça a été plutôt mal géré cette affaire parce que tu t'as fait des tensions, puis après tu les as oubliés, puis après Réa était plus là, puis elle était là, puis on s'en foutait, enfin on comprenait rien en fait. Donc en tout cas c'est très bien que ça soit déjà fini, qu'on passe à autre chose. Pour le reste, ce match était plutôt sympa. On était entre deux équipes de face en plus, donc le public était plutôt à fond dans le truc. Et puis voilà quoi, elles ont bien travaillé les filles. Écoute, moi j'ai trouvé le match bien sympa. Il y a eu toute la phase là où elles sortent ringside là, où Rhea Ripley entre autres, elle va balancer Sasha Banks sur la barricade d'insécurité, qui c'est un peu presque la ring general qui va remonter. Après elle va faire remonter Naomi sur le ring. Il y a toute une phase là, elle va tenter un roll-up et tout. Et en fait, elle revient, elle recolle un lariat et elle reste debout. Je sais pas si t'as fait un peu gaffe, quoi, mais elle reste debout au milieu du ring, quoi. En tauntant le public, quoi. Enfin, j'ai senti une Rhea Ripley, tu vois, quoi, qui était bien dans son truc, quoi, qui était vraiment. Moi, j'adore cette fille et moi, pour moi, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus haut dans la carte. Chez les femmes, c'est une vraie menace et quand elle est vraiment dans ce mode-là, moi, je trouve qu'elle est vraiment super et qu'il n'y a pas d'équivalent physique à la WWE à pas Charlotte. Et pour moi, vraiment, Rhea Ripley, j'attends plein de trucs depuis qu'elle est dans le main roster avec elle. Et pour l'instant, j'étais un petit peu déçu. Et moi, je suis comme toi au final. Je suis largement satisfait de ce split. Et j'espère que ça va nous amener vers quelque chose de bien sympa pour l'Australienne. Et puis, Liv Morgan, écoute, je pense à l'antenne, on l'a déjà dit. Enfin, moi, je pense depuis pas mal de temps que de toute façon, c'est une jobbeuse. Et elle continue à l'être. Et finalement, elle l'est peut-être pas si mal que ça, une jobbeuse, il en faut. Et là, on sent bien, tu vois, dans ce split, que c'est pour faire briller Rhea et pas Liv, quoi. Ah bah clairement, c'est Rhea qui va en bénéficier. En tout cas, je l'espère parce qu'elle est vraiment au-dessus de Liv. Après, Ah pour Liv, oui. c'est une jobbeuse, mais on peut dire quand même qu'elle aura bénéficié de cette période où elle s'est retrouvée avec 3 ex-champions championnes du monde pour travailler avec elle. Donc, elle est pas totalement perdante non plus. Je pense que c'est une belle expérience pour elle d'avoir travaillé avec des personnes qui ont connu des main events, qui ont connu des WrestleMania. Euh, donc c'est des WrestleMania moments d'ailleurs parce que je crois qu'elles ont toutes chopé un titre à WrestleMania dans leur histoire. Peut-être pas Sacha. Ah si, non, elle était tag team. Euh, et donc voilà, donc c'était une bonne expérience pour Liv. Par contre, clairement, elle est encore très en dessous de ces filles-là. Et même de Naomi qui est une ancienne mais qui est un peu en dessous de Sacha Rhea, mais ça reste quand même au-dessus de Liv, quoi. Ouais. En tout cas, Rhea Ripley elle va coller un grand end pound à Liv Morgan quand même bien violent, quoi. Vraiment Ah ouais, la claque. derrière. Ouais, Ah ouh là ouais, là, le dos. oh là là, ouais, ça cogne en gros sur le dos et après derrière elle enchaîne un Riptide et vraiment, mais comment elle est, quoi, comment elle sort tout, tu vois, tout son body language, vraiment en elle, quoi. Elle fait, tu dis ouais, voilà, ouais, c'est la Rhea que je veux voir, quoi. Là, on est dans la brutalité. Mais vraiment, non, là c'est exactement ce qu'il faut. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un segment réussi. Et au final, après un petit match de 8 minutes qui passait crème, donc je trouve que là, pour une fois, c'est plutôt pas mal bossé dans la tag team Division et certainement avec donc ce retour de Rhea Ripley en individuel. On reste chez les femmes, mon papy, si tu veux bien, parce que on a notre officielle Sonya Deville qui a rejoint le ring et qui va nous expliquer un peu suite aux méfaits. On va revoir une vidéo de ce qui s'est passé
passé la semaine dernière quand elle a attaqué sournoisement la championne Bianca Belair, parce qu'elle explique qu'elle a vu une opportunité dans cet Open Contract, cet Open Challenge qui avait été envoyé par Bianca Belair. Là-dessus, Bianca va quand même arriver à son tour et d'entrer. Alors Sonya Deville, ça c'est sa protection depuis pas mal de temps. À chaque fois, elle fait savoir que on ne doit pas la toucher sous peine de sanction. Et elle va demander si elle veut un match de championnat. Enfin, Bianca va demander si elle veut un match de championnat ici, là, à Buffalo. Mais Deville, elle lui explique qu'il n'est pas question de faire ça dans une ville aussi moisie que Buffalo, et qu'elle propose de plutôt faire ça à Knoxville, dans la ville natale de Belair, puisqu'ils vont passer dans le Tennessee. Et finalement, la championne va prendre Sonya Deville sur ses épaules et la challenger pour lui rappeler un peu les potentiels championnes. Belair, du coup, va décider de pas porter quand même le KOD. Elle va rester relativement sage, on va dire. Même si c'était certainement pas l'envie qui lui manquait, gravement supporté par le public, Bianca. Du coup, c'est bien parce que ce segment me dit, bon, bah là, je pense qu'on est parti pour 3 heures de show avec un public new-yorkais qui va rester au taquet. Et ça, c'est plutôt bien. On continue la rivalité entre Sonya et Bianca. Et Sonya s'en sort plutôt bien finalement dans cette affaire. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, s'en sort plutôt pas trop mal dans cette affaire comment dire, je sais pas comment le nommer, de rivalité de transition, allez, on va dire ça comme ça. Et même si cette scène elle est un peu bizarre, je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, quand Bianca elle met Sonya Deville sur ses épaules et que finalement elle va juste la lancer dans le coin du ring, quoi, et l'autre elle est encore en train de parler avec le micro. Ouais. Je trouvais que ça faisait un drôle d'effet visuel, mais sinon à part ça, voilà quoi. On continue dans la rivalité entre Sonya et Bianca. Yes, c'est vrai que Sonia parle avec le micro alors que Bianca la soulève, et c'était aussi pour insister sur le fait attention, tu vas te faire sanctionner. C'est un peu ça en fait autour Ouais. de ça que ça tournait ce soir, c'était le fait que ce qu'elle a dit aussi, tu pars une amende, je peux aussi te piquer ton titre. Enfin voilà, les sanctions elles pouvaient être assez graves pour Bianca, et donc elle le frappe pas à Sonia, par contre elle la prend sur les épaules et puis au lieu de faire le KD, elle la balance comme une vieille merde, et puis ça se termine comme ça quoi. Comme tu dis, c'est une bonne réalité de transition parce que Sonia, c'est pas oufissime, mais c'est une autorité heel, donc forcément, elle va avoir les huées du public. Bianca en face, c'est comme la babyface par excellence. Je me demande même s'il y a plus babyface qu'elle, hommes et femmes confondus en ce moment à Monday Night Raw. Peut-être Cody, mais Cody est encore trop récent par rapport à Bianca, quoi. Ça fonctionne très bien. Faut pas que ça dure trop longtemps, on l'a déjà dit. Mais on va se retrouver avec une face et une face. Certainement que Sonia va tricher comme pas possible. Et puis on verra ce que ça donne. Ouais. Je pense que moi, je suis assez confiant sur la qualité du combat, par exemple. Je pense que ça peut amener à un truc assez sympa. Donc j'ai confiance et puis content. On a vraiment une belle championne pour le vaisseau amiral là de la WWE. C'est vraiment un plaisir de retrouver Bianca chaque semaine. On sent que aussi, t'as vu, depuis WrestleMania, elle catch beaucoup moins. On sent qu'on a mis un peu la pédale douce, tu vois, sur son programme physique. Ils ont besoin de récupérer. Et on sait, de toute façon, qu'en général, les 5-6 semaines qui suivent WrestleMania, de toute façon, les mecs, il y en a certains qui partent en vacances, bon, d'autres qui sont virés. Ou d'autres qui s'en vont, comme Kushida par exemple. Mais bon, Kushida n'était pas concerné par WrestleMania. Mais donc c'est bien. Vraiment, moi je trouve qu'on est vraiment gâtés là. Je trouve qu'on a 2 championnes là, que ce soit à SmackDown ou à Raw. On a quand même de la crème de la crème en ce moment chez les filles là. Ouais, et puis comme tu dis là, moi je pense qu'elle a vraiment installé son statut là Ah de ouais. femme numéro un, Bianca. Et donc du coup, elle a la grosse statut de femme numéro un, c'est-à-dire qu'elle catch un peu moins, elle a des segments micro toute seule, elle mène une rivalité contre quelqu'un qui est pas forcément très haut dans la carte. Là, du coup, ça, tu sais, tu lui donnes un au début, tu étais obligé de filer Becky pour essayer de la mettre Bianca au niveau du top. Maintenant qu'elle est au top, tu lui files à peu près n'importe qui dans la carte, puis elle va faire l'histoire toute seule, quoi. Donc c'est bien pour elle. Ouais, elle a l'aura, le charisme, ouais, la présence, enfin bref, tout est là, tout est aligné, comme tu dis, et maintenant, elle gère ses affaires toute seule, et vraiment, ça passe, ça passe.
sans problème. Je pense qu'elle va faire. Je sais pas si elle sera sur la carte à Paris, puisque on a mine de rien la WWE dans 8 jours. Papy sera à Paris à l'Accor Arena. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit appel au peuple de catch-up. S'il y en a parmi vous qui vont à ce house show, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le Discord ou dans les commentaires de la vidéo YouTube. Voire même s'il y en a un parmi vous qui a envie de venir nous faire une petite review de ce show parisien, là, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, on continue avec quelque chose que j'aime bien, moi, en ce moment, mais qui est rapide à chaque fois. C'est notre ami Veer Mahan, qui est à Monday Night Raw et bien présent, puisque là, dorénavant, il est là tous les lundis. Et en ce moment, il affronte le jobber local par excellence. Alors là, on est à Buffalo et la victime du soir s'appelle Jeff Brooks. L'Indien, évidemment, ça va être la tornade. Il va l'emporter en moins d'1 minute en massacrant le pauvre Jeff Brooks. Et évidemment, il va tenir sa soumission et il va jamais vouloir la lâcher. Il va l'appliquer le plus fort possible. Et là-dessus, on a les officiels qui débarquent à nouveau. Sean Devery, des arbitres, Jamie Noble. Tout le monde vient pour venir lui faire lâcher. Donc c'est très 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 compliqué. Veer Mahan continue en mode destruction, mon papy. Yes, tu dis qu'il continue le jobber, mais c'est pas le premier jobber qui se prend, parce que jusqu'à présent, le jobber, il s'appelait Dominique Mysterio, non? Ah non, il y en a eu un autre la semaine dernière. Il y en a eu un autre, mais j'ai oublié. Ouais. Ah bah ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu l'effet squash, comme ça, tu vois, quoi. L'effet squash jobber local. L'effet squash, d'accord. Je pensais que c'était Dominique la semaine dernière. C'est peut-être la semaine d'encore avant, alors. C'était la semaine d'encore avant, ouais. Oh là, qu'est-ce qu'il en bouffe, Firman. Bah ouais, bah voilà. Effet squash. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, hein, il y a Virman qui squash des jobbers à Raw et t'as Gunther qui squash des jobbers à SmackDown. Bah voilà, de gros. On attend, comme toujours, hein, dans ces cas-là, on attend le premier écueil avec un premier vrai adversaire. Ouais, et puis surtout savoir vers quoi ils vont être dirigés, tu vois, voilà, c'est bien, c'est bien de les rendre forts, mais il y a un moment où aussi il faut qu'ils aient une vraie histoire. Bon, là on va dire c'est du grand classique finalement avec un nouvel arrivant, ça balaye pendant 3, 4, 5, 6 semaines et puis après on verra quand on passera aux choses sérieuses. D'ailleurs on parlait de Sonya Deville, elle va retrouver Adam Pearce juste après d'ailleurs en coulisses. Et elle va demander à ce que Bianca Belair soit sanctionnée financièrement pour s'en être pris à elle, carrément quoi. Et Pierce lui va confirmer que effectivement ça va être bien le cas et que Belair va recevoir une amende de $1 symbolique. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que Deville est furieuse avec ça. D'ailleurs, et après, même dans le même segment, c'est assez marrant puisqu'on va voir Jamie Noble et Shane Helms qui est là, qui est un des bookers aussi de Monday Night Raw, quoi, qui vont accompagner le pauvre Jeff Brooks en ambulance. Après le match, à l'hôpital, Jeff Brooks. Et oui, bah ça renforce le côté dangereux de Virman en fait. Et il y avait déjà l'autre, Dominique qui était parti en ambulance aussi. Donc là, c'est pour dire que c'est en plus son finish là quand il lâche pas la prise, c'est en plus totalement destructeur quoi. Et puis pour l'amende, c'est bien joué parce qu'en fait ils l'ont joué un peu malin en disant ok, parce que ils ont dit que Sonia allait être potentiellement sanctionnée, que son comportement était en cours d'analyse, mais que et elle a dit non mais c'est dégueulasse, c'est moi qui me suis fait attaquer. Dans ces cas-là, pourquoi Bianca est pas sanctionnée et là ils l'ont un peu joué finement, parce qu'ils ont fait ouais elle est sanctionnée, t'inquiète pas. Et là t'as Bianca qui arrive avec son billet de $1 qui fait tiens voilà, je paye ma sanction. Ah ouais. Oui, Et du coup t'as Sonia qui fait quoi $1 mais c'est dégueulasse. Donc c'est plutôt finement joué, j'ai trouvé. Euh, Par contre, moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'à la fin de cette rivalité, Sonia ne retrouve pas sa place, quoi. Là, ça fait comme 2, 3 fois là qu'elle outrepasse totalement ses responsabilités. Là, il faut qu'il y ait une sanction derrière, quoi, qu'il mette son poste en jeu ou je sais pas quoi, mais ou alors qu'elle doive faire amende honorable et qu'elle devienne le larbin d'Adam Pearce, mais qui ait une conséquence là. C'est un petit peu mon souci avec Sonia, c'est que quand elle fait l'autorité, c'est qu'elle abuse de son pouvoir. Elle finit la rivalité, puis après, hop, babyface limite avec le public, tout ça. Et voilà, je vous fais un super main event, tout ça, comme si rien ne s'était passé. Et rebelote après, j'avais mon pouvoir. Puis rebelote, j'oublie. Enfin, il faut un petit peu de constance dans son personnage, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Moi, j'étais en train de repenser à Virman, en fait, là. J'avais oublié. Tu rêves avec Virman. J'avais oublié le billet d'$1 de Bianca Belair, effectivement, ouais, quand elle revient avec Adam Pearce, ouais.
Et ouais, non, mais parce que je repensais, parce que c'est marrant, hein, il a un finisher qui est quasiment, quasi à l'identique de Rousseff, quoi. Ah Et bon? c'est un accolade, c'est quasi un accolade. Alors des fois il le modifie. Alors là sur le pauvre jobber du jour là, il l'a fait pour finir le match. Il a fait un espèce de Cobra Clutch. Et en fait quand il est revenu à la charge pour massacrer le pauvre Jeff, hein, on pense à toi Jeff. Hein. Et là il l'a vraiment transformé. Il le tient vraiment en accolade quoi. Donc c'est assez marrant quoi. Ça me fait Ah, parce penser qu'il y à a ceux qui Rousseff vont quoi. pas sur son dos, moi, par rapport à la collade, il le prend un peu sur Alors son ouais, dos. par contre ouais effectivement il s'installe peut-être moins sur le dos de l'adversaire ouais. Tandis que moi, j'ai l'impression que vraiment qu'il, ouais, la prise de coup et la nuque est un peu à la collade, mais par contre, c'est vraiment sur le côté, quoi. Ouais, je sais pas, ça me fait pas la même impression que la collade. Moi, j'arrive vraiment, pour le coup, tu vois, je vois pas du tout le truc toutes les anciennes accolades qu'on a eues, là, ça me parle pas, enfin, je le ressens pas du tout comme Et puis un truc similaire à Rousseff, quoi. Et puis rassure-moi, on est d'accord, il louche, Firman, non? Ah, et c'est pas Laurent Bacall, mais c'est le port de l'Angola. C'est pas ça, non, la blague? Ouais, ouais, il a un léger strabisme divergent, il me semble. Mais ou alors peut-être qu'il le fait exprès, en fait. Peut-être qu'on lui demande, on lui dit ouais, faut que tu louches, tu vois. Faut Ça que va t'aies faire, l'air méchant. faut- ça, ça va faire encore plus méchant, quoi. Voilà. Et les Allez, gens on qui quitte. louchent sont méchants, hein. Nous le savons bien. Ah ouais, 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 c'est bien connu. Allez, on quitte Virman et cette fois on va se retrouver pour le KO Show. Alors ça avait été annoncé, KO à Buffalo va tout simplement faire passer au détecteur de mensonges Ezekiel, le frangin d'Elias, hein, qui se réclame de sa légitimité quoi en tant que frère de Elias. Mais Kevin Owens est absolument convaincu que tout ceci n'est qu'un fake news, mes amis. Ezekiel est en réalité Elias. Et d'ailleurs, pour le prouver, eh bien, ce soir, il va faire passer au détecteur de mensonges et il va avoir avec lui un assesseur, en l'occurrence Chad Gable, qui vient l'accompagner. Alors, Chad Gable, il est en veste de survêt, le slibard de combat et les petites lunettes. et ils vont donc accueillir Ezekiel. Alors, ils vont faire des tests hein, sur la machine pour voir si tout marche bien, etc. Chad Gable va être excellent hein, parce qu'il va avoir lui aussi de la promo. Là, on va avoir de l'interaction avec les trois mecs, quoi, parce que Chad Gable va pas être juste là pour faire vraiment la plante verte. Hein. Il va vraiment, c'est lui qui va installer les électrodes sur les doigts d'Ezekiel pendant que Keo est en train de se vénère petit à petit, quoi, parce que lui, il continue à appeler Ezekiel Elias et l'autre, à chaque fois, c'est soit il répond mais non, non, ou alors il fait une tête pas possible. Et Chad Gable, pendant ce temps, lui, il explique la procédure. Donc tout ça, c'est parfait. Le détecteur de mensonges est installé autour du bras d'Ezekiel et les questions vont commencer. Alors Gable va continuer d'ailleurs. il va dire on va vérifier si tout marche bien. Alors il lui demande si le ciel est bleu pour tester la machine. Ensuite il lui demande est-ce que Gable Stevenson est un enfant gâté. Alors Owens il le recentre. Hein, Owens il lui dit on n'est pas là pour ça et tout. Alors ensuite Gable il demandait à Ezekiel s'il est Elias et la réponse est non. Et la machine, le détecteur de mensonges, va confirmer qu'Ezekiel dit la vérité. Alors bien sûr, Kevin Owens, là, il est furieux, quoi. Il considère que là, il y a une vraie arnaque, etc. Et il quitte le ring, quoi. Alors que Gable, qui lui continue à être bien excité, bah, il décide tout simplement d'attaquer Ezekiel. Et ça va se transformer tout ça dans un match. Alors, ce sera un match assez court, qui va durer 3 minutes 30, mais c'est notable, puisque c'est vraiment la première fois qu'on va avoir droit à Ezekiel entre les cordes. Et ça part plutôt pas mal, plutôt rapide comme toujours avec Chad Gable, mais ça va partir euh, en cahuète, mes amis, puisque alors que Ezekiel semblait bien parti pour l'emporter, eh ben il y a Otis qui va intervenir pour l'attaquer et pour causer la disqualification. Victoire tout de même d'Ezekiel par DQ. Voilà, on peut dire par un gros segment et ce match est un KO show. Alors là, une espèce de feu d'artifice de KO au micro, accompagné d'un Gable de gala et d'un Ezekiel, toujours aussi avec cette tête-là. Écoute, ce garçon nous laisse pantois, comme diraient d'autres. Les trois gars, comme tu l'as signé, les trois gars ont vraiment bien tenu la partition. Parce que le segment lui-même, finalement, je le trouve faible, en fait. Pas la réalisation des gars, parce que franchement, ils y vont à fond, ils tiennent bien leur personnage, ils jouent tous très bien le jeu, ils ont de très bonnes interactions, très bonnes dynamiques entre eux.
Par contre, au final, il y avait rien dans ce truc-là. Est-ce que t'es Ezekiel? Non. Elias? Non. Est-ce que t'es Ezekiel? Oui. C'est tout. T'as rien. Est-ce que j'ai dit le ciel bleu? Ouais, d'accord. Mais il y avait aucun fond finalement dans ce segment-là. Il n'y a pas de retournement de situation, pas trop de. Et c'était le truc attendu, quoi. Ezekiel n'est pas Elias et Kevin Owens est vénère. Mais par contre, là où ce qui a permis que ça passe, c'est que, comme tu l'as dit, les trois ont bien respecté leur partition. Même Gable, avec le peu de temps d'antenne qu'il avait, il a bien géré son truc. Donc ça a permis que le segment soit digeste. Mais je pensais vraiment qu'ils allaient faire un truc un peu plus, comment dire, délirant, tu vois. Mais bon, c'est pas le cas. Tu sais, genre avec des photos ou des machins, les montages, ceux qui les montrent, mais non, ils sont pas fait chier. Et puis le match, bon, le match est honnête. Après, euh, Ezekiel, on découvre son in-ring, mais il tient bien de son grand frère et c'est pas GG. Gable, il fait ce qu'il peut, mais bon, c'est un match de low quart d'heure, donc ça n'a pas non plus révolutionné mon amour catchesque. Alors écoute, moi il y a un truc qui me surprend en fait. Moi j'ai trouvé que le segment était plutôt réussi globalement, je trouve que c'était un peu du nawakesque, bref, bon on est à la WWE, donc ça m'a pas choqué plus que ça m'a pas plus dérangé, j'ai trouvé moi je trouve Chad Gable excellent au micro. Voilà, je trouve que tout son gimmick là sur le thank you et tout ça, je trouve que c'est super bien trouvé. J'ai adoré aussi toute la phase Keo qui se fait watter et qui don't what me, don't what me. Et j'adore comment Keo réagit sur ce genre de situation. Mais moi, il y a une question que je me pose en fait sur cette rivalité. C'est que si effectivement t'as fait revenir Ezekiel, je vais Arrivé, réfléchir. Ezekiel. Enfin, t'as fait arriver Ezekiel dans l'optique de dire bah voilà, c'est le petit frère de Elias, etc., etc. On va dire que t'as prévu un plan sur déjà au moins quelques semaines, etc., avec le personnage. Pourquoi ils n'ont pas enregistré au préalable quelques vignettes, quelques vidéos avec le personnage d'Elias, tu vois? Et dans un moment comme ça, par exemple, ça aurait été bien d'avoir par exemple le Titantron tout d'un coup, bam, Elias qui apparaît sur le Titantron, tu vois quoi? Et qui cause à Keo, ou qui cause à son frangin et tout ça. Enfin, il y avait moyen, tu vois, de mêler cette histoire de jumélité avec une intervention extérieure par le biais d'images, tu vois, d'Elias. Et je trouve que C'est pas perdu, ça encore, je pense. Hein. ouais, c'est pas perdu, mais c'est pas du tout exploité pour l'instant. Et je Oui, trouve oui, je ça suis assez d'accord. dommage. En fait, tu sais qui exploite le plus ça, c'est Internet, c'est les réseaux Oui, sociaux. oui, Parce les que réseaux sociaux. eux, ils font des mèmes, des trucs comme ça, ils alimentent finalement la rivalité en mettant des mèmes de Elias et auxquels d'ailleurs réagissent Sami Zayn et Kevin Owens assez régulièrement. Et donc ça, c'est assez drôle, mais finalement tout ça, ça se passe sur Internet et ça devrait être dans le show que ça devrait se passer des trucs comme Je ça. suis d'accord. C'est pour ça que je te dis que le segment lui-même, je l'ai trouvé pauvre, mais que par contre, il a été sublimé par les gars, en fait. Et les Ouais, gars, eux, ouais, ils y ouais. vont à fond. C'est-à-dire que la WWE n'a pas été à fond sur ce segment-là. Ils n'ont pas fait de montage, ils n'ont rien fait. Alors qu'il y avait, comme tu dis, totalement matière à le faire. Alors peut-être qu'ils le gardent pour la prochaine semaine. Hein. Je me dis, c'est pas perdu. Parce que mine de rien, Ezekiel qui se fait attaquer par une tag team, t'as bien quand même le truc pour dire où il est ton frère pour te défendre, tu vois. Tu vois, il y a l'histoire qui s'écrit derrière. Donc, c'est pas perdu, mais je te rejoins. Moi, j'ai été un poil déçu par le manque d'idées du segment. Or, encore une fois, la qualité des trois intervenants qui ont vraiment bien délivré la marchandise. Ouais, en tout cas, moi j'aurais commencé comme ça, grâce à justement ce segment de détecteur de mensonges. Je trouve que c'était une belle occasion là d'introduire un Titantron avec Elias. Et ben, pour moi, ils sont passés à côté d'un truc là, donc c'est un peu dommage quoi. Allez, c'est pas grave. On aura une petite vidéo consacrée au bel homme. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il est bel homme. On aura une autre vidéo consacrée sur ce qui se passe sur la rivalité chaude du moment entre les R Cabro et les Ouzo. Et ça tombe bien parce qu'on va rentrer de plein pied dans la tag team division de Monday Nitro. Et on va avoir un non-title tag team match entre les Street Profits et les R Cabro. Alors grosse entrée, hein, grosse entrée des deux équipes, j'ai envie de dire quoi. Et donc comme le package vidéo quand même est toujours bien foutu, hein, comme d'habitude, hein, pour nous rappeler, eh ben derrière ça sera après un bon package vidéo, un bon match de catch. Ça va durer 8 minutes, ça va pas être super long, mais écoute, on avait l'impression que les RK-Bro étaient un petit peu dans un fauteuil tellement le public était chaud. Tout semblait se diriger vers une victoire tranquille des RK-Bro quand tout à coup, la musique des Usos se fait entendre. Et vous savez ce qui se passe, peuple le catch-up, quand une musique se fait entendre, eh ben, il faut toujours qu'il y en ait un de l'autre côté qui soit perturbé par la musique. Et donc Montezford va profiter de la distraction pour porter un gros
blockbuster sur Riddle pour le compte de 3. Après le match, Ford va révéler que c'est lui qui avait prévu cette petite distraction et qui prévient que dorénavant les Street Profits visent le titre. Donc ça y est, Dawkins et Montez Ford se mettent définitivement dans la course, même s'ils ne l'avaient jamais vraiment quitté, papy. Jamais vraiment. On pouvait penser qu'ils seraient écartés parce qu'on est parti vraiment sur l'histoire de la réunification. Mais les Street Profits sont battants, les champions là, ils sont vraiment bien positionnés. Je trouve, encore une fois, alors tu vois, c'est la tendance qu'on avait avant Mania et qui est un petit peu endormie, qui revient un petit peu, mais ils sont de nouveau pas net les Street Profits. C'est déjà la semaine dernière, ils attaquent de mémoire les RK-Bro après le match ou après un segment, je sais plus quoi. Enfin, ils attaquent et ils finissent par prendre des RKO. Là, ils balancent la musique des Usos pour arracher la victoire. Enfin, ils sont de plus en plus borderline, nos amis Street Profits. Et du coup, c'est intéressant parce que tu sais pas où ça va en venir parce que comme tu as déjà le match qui est prévu à Backlash entre les deux champions et que tu as cette équipe-là qui est à la fois super agressive et bon, très forte parce qu'elle bat à peu près toutes les autres équipes, tu te demandes est-ce qu'ils vont faire un triple threat? Est-ce que ça sera eux les prochains rivaux? Est-ce qu'il va y avoir une rivalité de transition avant? Enfin, je sais pas, j'arrive pas trop à voir comment ils vont l'utiliser, mais en tout cas, c'est intéressant parce que ils auraient pu être totalement enterrés là à faire les Google avec les Viking Raiders ou je sais pas qui reste ou les Hurt Business. Mais non, là, il reste vraiment très très haut. Ouais. Et puis du coup, encore avec un match de qualité, le blockbuster là énorme de Dawkins et Montesfort sur Riddle, quoi. Vraiment super move, quoi. J'adore à chaque fois qu'ils font ça. Et vraiment, ouais, les Street Profits se passent. Oh, t'as raison, ils sont à la limite de la illitude, nos amis du Street Profits, quoi. En tout cas, ils utilisent tous les moyens nécessaires pour arriver à leur fin. Et ils ont bien raison. Et dans le catch, nom de Dieu. Allez, on continue. On aura. Qu'est-ce qu'on va avoir après derrière ça? Oui, qu'est-ce qu'on va avoir avec ça? Justement, on parlait de Jeliel au tout début de review. Quand on parle de Jeliel, qui c'est qui débarque? C'est notre ami Edge et Damian Priest qui sont là pour nous faire une promo. Alors en mode, je sais même pas. J'ai tellement l'impression d'être dans l'univers presque de l'Undertaker, avec la lumière et tout, mais en même temps, le Edge, il est sur un espèce de trône un peu, tu vois quoi, donc on est un peu un espèce de mélange de triple Undertaker, là, avec Edge en ce moment, là. Donc, assis sur son siège et il va se dérouler une promo. Alors, la promo, évidemment, elle s'adresse à Edge Styles, qui lui-même se sera adressé à Edge au préalable par l'entremise de Sarah Schreiber. Donc, écoutez, pour résumer très vite ce que raconte Edge, c'est que tout simplement, de toute façon, il va défoncer notre ami Edge Styles. Ça va être l'heure du jugement dernier, tout simplement, à WrestleMania Backlash, et que donc il a intérêt à serrer les miches. Pendant que justement Edge Styles va être en interview avec Sarah Schreiber, et il va tout simplement Edge Styles se faire attaqué par Edge et Damian Priest, quoi, qui vont bien le tabasser, et avec le bras de Edge Styles qui va être particulièrement ciblé. Me demandez pas pourquoi le bras, mais c'est comme ça. Et voilà. Donc écoute, Edge et Damian Priest sont en mission contre Edge Styles. Ça nous promet peut-être un grand combat, ça. Bah, c'est leur premier combat Backlash, donc pareil, la revanche de WrestleMania, comme beaucoup de matchs de Backlash, ce qui est la coutume. Avec cette fois-ci un Edge full heel dans son univers un petit peu effectivement totalement dark, un petit peu totalement, c'est pas français mais c'est pas grave, dark et qui est en train de construire. C'était moins gênant que la semaine dernière avec Priest qui faisait des grimaces dans le noir, mais ça reste du comment dire du de l'installation d'univers et donc pour l'instant ça sera vraiment intéressant que si cet univers est exploité plus tard. Ouais, là. Et puis alors t'as vu, c'est marrant parce qu'au moment où il tabasse Edge Styles, alors il y avait de la lumière normale, et au moment où Edge et Priest arrivent dans le locker room, tout d'un coup la lumière devient toute pourpre. C'est la magie des tabassages de Edge. Les tabassages pourpres. Ouais, voilà, le tabassage pourpre. Allez, et là, mesdames et messieurs, on arrive dans un gros moment de ce Monday Night Raw, puisque le champion US est dans la place, en l'occurrence l'Irlandais Finn
Baylor et il va affronter, c'était déjà annoncé la semaine dernière, il va affronter Austin Theory. Ne demandez pas comment cet homme a obtenu son ticket pour un title shot, mais il le mérite bien au vu des dernières semaines qu'il vient de passer dans le main roster. Et donc, on est parti pour un match de championnat. Le titre US est en jeu et ça va pas rigoler, on va avoir un match de quasiment 12 minutes. Ça faisait peut-être même presque longtemps qu'on n'avait pas vu Finn Balor aussi longtemps sur le ring, à la différence d'Austin Theory qu'on a beaucoup vu ces dernières semaines. Et on va avoir un gros match. Et alors, Austin Theory va nous gratifier de quelques moves. J'ai trouvé que ça faisait plaisir parce que j'ai retrouvé quelques sensations que j'avais eues avec ce jeune homme quand il était arrivé à NXT. Et là, en l'occurrence, je pense à son, je sais pas comment l'appeler, mais son springboard sit-out power bomb. Je crois que je suis dans le juste sur Finn Balor. Et magnifique. Alors, c'est magnifiquement scellé par Finn Balor, quoi. Parce que Finn Balor est un catcheur extraordinaire pour ça, parce qu'avec le gabarit qu'il a, etc. Lui, il encaisse aussi. Quand on voit les bras d'Austin Balor, j'aimerais pas trop me prendre un lariat de la part de ce jeune homme de 24 ans. Et vraiment ça va s'envoyer du lourd, hein, vraiment du très lourd entre les deux. Austin Theory va chercher à le ramener en dehors du ring, va souvent tourner un peu pour obliger Finn Balor à le choper, qui lui va essayer de le ramener dans le ring pour lui porter des clés de bras ou des soumissions. Austin Theory va continuer, va même s'offrir un peu de ground and pound et quelques near fall. Ça va pas marcher. Finalement, Austin Theory et Finn Balor vont se retrouver ringside. Ça va commencer à se cogner comme il faut. Austin Theory vraiment en mode archi hyper agressif, comme on l'a rarement vu. Tout du long, ça va être comme ça, quoi. Et finalement, Balor va réussir à reprendre un peu le dessus. On sent que là, vraiment, ça va. Il commence à enchaîner son Sing Blade. Il va vouloir en finir avec son coup de grâce. Ça va être esquivé. Theory va répondre avec son. Alors, la semaine dernière, je cherchais ce titre ce signature move, le A-Town Down, pour remporter tout simplement 1, 2, 3, son premier titre à la WWE. Austin Theory est le nouveau champion des États-Unis. Et là, il va se passer un truc quand même qui se passe assez rarement. C'est-à-dire qu'au moment où Austin Theory va célébrer son titre, et mesdames et messieurs, il y a tous les heels, tous les méchants de Monday Night Raw qui vont débarquer sur le ring pour venir féliciter et célébrer Austin Theory. Celui-ci, au bout d'un moment, après avoir été porté sur les épaules, va descendre du ring, va rejoindre la rampe pour venir sous le titantron. Et qui va l'accueillir sous sa musique, hein, No Chance in Hell? C'est tout simplement Vince McMahon qui attend son protégé. Scène assez quand même incroyable. Vince McMahon, 76 ans, qui accueille un catcheur qui a l'âge de son petit-fils de 24 ans et avec qui il célèbre, qu'il a monté au pinacle depuis plusieurs semaines. Et finalement, c'est l'aboutissement de tout ça avec Austin Theory qui se travaille avec la ceinture US sur l'épaule. Austin Theory va prendre, bien sûr, un selfie avec le patron. C'est un finish assez, enfin je trouvais que c'était assez incroyable et voilà, mesdames et messieurs, nous avons un nouveau champion des États-Unis et notre papy est-il heureux, le papy, de voir la théorie du complot remporter la ceinture étoilée? Ça fait plaisir parce que ça. Alors, je suis désolé pour Baylor, hein, parce qu'il du coup qui est totalement écrasé par cette victoire, mais on sent qu'il y a un programme avec comment dire, on sent qu'il y a un programme avec Theory qu'il n'y a pas avec Baylor. Oh oui. Donc du coup, bah, je suis content que ça avance avec Theory. Je suis très très surpris, agréablement surpris du fait que bah, toute l'histoire avec McMahon ne soit pas tombée à l'eau dès la fin de Mania. En fait, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il voulait son Mania Moment, mais qu'après c'est terminé. Mais non, non, il, il- l'histoire continue. Théorie est toujours ultra mis en avant. Euh, avec McMahon dans le coin, Latalil qui vient aider, enfin comment dire le féliciter tout ça, avec McMahon en chef de mafia là au bout du truc, qui te regarde ça avec son petit sourire. Donc c'est plutôt bien fait. J'ai trouvé que le match était plutôt sympa. Après, c'est pas, ça restait un match de weekly, c'était pas non plus totalement over the top.
Mais par contre, j'ai trouvé que la célébration était totalement réussie et mettait vraiment en valeur ce premier titre pris par Austin Theory. Tu vois, moi, je pensais qu'il serait champion USD Mania. J'avais fait ça, mon pari, quand je l'ai vu monter en main roster. J'ai dit, à mon avis, dès Mania, il sera champion US. Finalement, c'est même pas un mois plus tard qu'il l'est, donc pas bravo. Il est sur les chemins de la gloire, ce Theory. Oui, complètement, hein, le voilà parmi les grands. Là, il est champion US, c'est sa première ceinture. C'est quand même, c'est beau, surtout à cet âge-là, quoi. Donc c'est quand même félicitations à lui. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Bon, l'adversaire Finn Balor, le champion en titre, il n'aura pas fait particulièrement briller son règne tant qu'il aura eu la ceinture US. Le pauvre, hein, je pense qu'il est plutôt victime des circonstances là, plutôt qu'autre chose. C'est vrai que tu as raison, on aurait pu penser qu'Austin Theory allait aller se diriger vers une ceinture peut-être même dès WrestleMania. Au final, il l'obtient 2-3 semaines plus tard. Mais tout cela est assez mérité. Moi, je trouve que ce jeune est plein de mérite. Il bosse grave depuis qu'il est arrivé à NXT. Il aura fait un ou deux passages dans le main roster. Il aura été adjoint à des clans, à des factions. Finalement, il se retrouve seul, mais pas vraiment seul, puisqu'il devient le protégé de Vince McMahon. Et au bout du bout, ça lui donne voilà, sa première ligne sur son palmarès. Donc moi, je peux que féliciter le jeune Hill d'Atlanta, Georgia. Et voilà, on va voir la suite qui va se passer. Alors, je pense que Finn Balor va être encore un petit peu dans l'équation. J'espère en tout cas que, déjà un peu par respect pour lui, quoi, j'espère quand même qu'il va avoir droit à son rematch et que ça va être tout simplement à WrestleMania Backlash, qu'on ait un match pour le titre US, à WrestleMania Backlash avec Finn Balor. Même si c'est pour confirmer le règne de Austin Theory, bah, très bien, pourquoi pas. En tout cas, ça me chagrinerait si jamais Finn Balor était complètement retiré de la course, quoi. Bah, on verra après. Après Backlash, tu pourras pas non plus avoir autant de matchs qu'à WrestleMania, donc à voir lesquels vont rester. Alors c'est vrai que tu as tous les guest stars qui sont pas là, mais bon, à voir lesquels vont rester ou pas, quoi. Ouais. Allez, on aura vite fait backstage un petit micro-segment, hein, avec l'intervieweur Kevin Patrick là, qui va croiser Seth Rollins pour lui demander qui c'est l'adversaire pour ce soir pour Cody Rhodes. Mais évidemment, il ne dira pas qui c'est avant le match. On va retrouver R-Truth, comme vous l'avez annoncé la semaine dernière, un double mariage va avoir lieu ce soir avec en toile de fond le titre 24/7. C'est R-Truth qui est donc le pasteur, on va dire, de la soirée pour le double mariage de Reggie, Dana Brooke et d'Akira Tozawa et Tamina. Alors tous, il va dire au début que c'est une période de vacante, presque de repos, quoi, que le titre 24/7 ne pourra être regagné qu'après la cérémonie. Les demoiselles d'honneur de Brooke et Tamina vont arriver, c'est Sacha et Naomi, pas mal comme demoiselles d'honneur. Après l'échange des vœux des 4 mariés, tout le monde va s'embrasser, c'est formidable, ça va se vanner, ça va machin. Dana Brooke, elle va demander d'ailleurs à R-Truth qui prononce mal son nom. Enfin bref, c'est un peu la rigolade. Voilà, on est dans la gaudriole pendant ce mariage, tout le monde se fait des bisous, tout le monde s'aime, mais à la fin, Reggie va venir porter un roll-up sur Brooke pour devenir le nouveau champion 24/7. Mais à ce moment-là, Tamina va venir porter un roll-up à Reggie pour devenir la nouvelle championne 24/7. Mais à ce moment-là, Tozawa va porter un roll-up à Tamina pour devenir le nouveau champion 24/7. Mais à ce moment-là, Dana Brooke va porter un roll-up à Tozawa pour devenir la nouvelle championne 24/7. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. À toi, papy. Comme quoi, c'est un segment qui finit où ça sert à rien, puisqu'à la fin, c'est la même champion 24/7 que début. Voilà. J'ai l'impression qu'ils se sont fait plaisir et qu'ils sont allés au bout de Ouais. leur idée, qui pourtant n'emballait absolument pas le public, qui à un moment, j'ai pas trop bien compris ce qu'ils disaient en fait le public, mais clairement ils les ont chahutés très très violemment. Artrouth a plusieurs fois essayé de récupérer le truc, mais c'était assez compliqué. Ça durait. À un moment ils ont quand même accéléré sur la fin. J'ai senti là qu'ils ont enchaîné un peu les répliques pour vite passer à la partie, à la roll-up party. C'était pas catastrophique. Je vais pas non plus être trop méchant. En revanche, c'était pas non plus génial, quoi. Ça reste de la low card et du coup, bon, j'ai souri gentiment, quoi. C'est tout, voilà. Ouais, c'était de la super low card, c'était du mariage what the fuck de la WWE, c'était du nawakesque total.
Heureusement, c'était pas trop long. Et puis, voilà, on a eu le droit à une séance de Roll-Up Championship. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes du titre 24/7. Allez, on retrouve MVP en coulisses qui va nous apprendre que Bobby Lashley est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Grâce à lui, Omos dorénavant, il fait savoir que l'ère de Lashley va bientôt se terminer et Lashley va challenger Omos à un bras de fer. Voilà, on est à over the top, papy. On est à over the top. Non, en fait, on est dans la, comment te dire, on est dans le même truc finalement que le détecteur de mensonges en fait. Là, on fait des segments de hors catch, hors promo pour un peu occuper les rivalités. Et moi, je trouve ça pas mal parce que c'est un peu ce qui manquait ces derniers temps d'avoir des rivalités où c'est pas juste vas-y t'es fort, moi je suis fort, vas-y on se tape dessus. C'est un petit peu ça dernier temps à la WWE. Ils n'avaient pas vraiment de raison de s'en vouloir. Ils n'avaient pas vraiment de la rivalité était plan-plan. Il n'y avait pas de segment marquant. Il n'y avait pas de segment à attendre. Là, bah, le bras de fer, on l'a eu 1000 fois. En plus, je crois que Bobby Lashley l'a déjà fait. Mais néanmoins, dans des segments comme ça, euh, comment dire, entre grosses barbaques, et bah, c'est un classique du genre. Et bah, puis voilà quoi. On va attendre la suite de cette rivalité, mais c'est utile. C'est utile pour donner un peu de consistance à, à ces rivalités quoi. Ouais, Braun Strowman y était passé aussi. Enfin, c'est assez régulier que voilà quoi, les grands géants, la WWE s'affrontent dans des bras de fer. Donc là encore, finalement, les mariages, les bras de fer, tout ça, c'est du grand classique à la WWE. Donc voilà, ils nous le sortent dans le cadre de la rivalité Omos Bobby Lashley. Donc écoute, on verra bien. Voilà, on sent que Bobby Lashley, il a surtout envie de se faire MVP plus que Omos, pareil, tu vois. Mais on sent aussi que c'est occupationnel parce que c'est quand même problématique, moi, je trouve, la position de Bobby Lashley là. Bobby Lashley, c'est quand même, voilà, là, pour le coup, c'est un gros palmarès, c'est un main eventer naturel. Là, avec l'histoire de l'unification et tout ça, voilà encore un mec un peu comme les Seth Rollins, Cody Rhodes, etc., qui sont, je sais pas si ça te fait un peu le même effet qu'à moi, mais t'as un peu l'impression que les mecs ils sont dans une espèce de chambre d'appel là. En tout cas, il y a un gros appel d'air et t'as quelques main eventers là qui sont un peu coincés là par cette espèce par ce système de l'unification là. Bah, ils sont coincés et d'un autre côté, finalement, ils ont du temps antenne, ils ont des rivalités hors ceinture quoi. Non, on a l'impression c'est on espèce dans un espèce d'espace-temps. Il y a un espèce d'espace-temps différent là par rapport au titre. Et le champion, le grand champion, la tête de la table, et puis ce qui se passe dans le main event, tu vois, à Monday Night Raw. Ouais, oui, oui, c'est ça. Bah, ils font leurs propres histoires. Ils font leurs propres histoires. Et moi, je trouve que justement, ils devraient finalement aller encore plus loin là-dedans. Comment te dire, en mettant vraiment des points d'orgue à chaque Monday Night Raw, en disant voilà, là, le sujet le plus important de Monday Night Raw d'aujourd'hui, c'est peut-être Bobby contre Omos, et puis après, tu vas à fond, et tu racontes l'histoire tu brodes autour de ça en disant voilà, il n'y a pas besoin de ceinture pour avoir des rivalités intéressantes, quoi. Là, ils vont un peu le faire parce que le main event, finalement, il aura été présenté en opener, donc il y a un peu cette logique-là. Mais je trouve encore une fois qu'ils justement, ils devraient aller encore plus à fond et dire, bah, ok, on n'a pas de ceinture, mais par contre, bah, il reste un intérêt, soit une rivalité, soit, je sais pas moi, n'importe quoi. Mais en tout cas, il faut qu'ils aillent à fond et puis qu'ils aient compensé ce manque de ceinture par des rivalités haletantes et intenses. Alors là, du coup, on parle de rivalité haletante. Et bah écoute, là, on arrive sur la fin du Monday Night Raw. Et ça y est, on va avoir le match de Cody Rhodes qui va savoir qui il va affronter. Il va donc être sur le ring. Seth Rollins va venir sous le Titantron avec le micro pour annoncer l'adversaire mystère de Cody Rhodes ce soir. Et mesdames et messieurs, ce sera tout simplement Kevin Owens. Alors Kevin Owens, finalement, on se dit, ah mais oui, sur Mais le oui, coup, c'est je tellement suis logique. ça tombe sous le sens, mais bien sûr, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est l'un des plus gros poteaux de cette freaking Rollins à la WWE depuis pas mal de temps maintenant. Et voilà, et c'est l'entrée. Et alors là, les amis, ça va pas déconner du tout,
parce qu'on va avoir un main event, on va avoir un match de quasiment 18 minutes, alors non, 17 minutes 20 exactement. Donc vraiment là, ça va partir. Alors on sent Seth Rollins accueille bras ouverts Kevin Owens qui va direct venir faire un gros Calino au freaking Rollins, quoi. J'ai même cru qu'il allait lui faire un bisou. tellement, tellement ils avaient l'air heureux de se retrouver. Et c'est un Kevin Owens motivé hein, qui monte sur le ring, quoi, qui va taper comme il a l'habitude de faire sur les escaliers et qui s'attaque direct à Cody Rhodes, direct au bras droit de Cody Rhodes d'ailleurs, qui va travailler un bon moment. Une bonne série d'Atemi pour faire des petits coucous à papy. Et ensuite, ça va commencer à charger en stomp et nette domination de notre ami québécois sur tout le début de match. Quoi. Cody Rhodes va en prendre, mais plein la gueule. Balancé entre les cordes, restompé. Finalement, la réponse du Cody Rhodes, ça va être de balancer Kevin Owens en dehors du ring. Kevin Owens va le contrer et va venir le ramener pour lui mettre un gros follow slam contre la barrière d'insécurité et va nous faire. Alors attends, en ce moment, Kevin Owens, ça c'est un de ses trucs, ça c'est voilà, il balance un mec et derrière il hurle après le mec quoi, un peu à la Stone Cold hein, finalement et il remonte dans le ring pour un peu taunter le public. Alors le public est mais à fond quoi, à fond. Il y a du Cody dans tous les sens. Cody finalement en Babyface valeureux va réussir à remonter un peu pour une série de forearms et essayer de contrer, mais à chaque fois, Kevin Owens va le contrer et va reprendre la domination. Donc vraiment, ça va être l'histoire tout au long du combat. En fait, c'est domination de Kevin Owens et de temps en temps des contres de Cody pour relancer un peu le public. Cody va quand même nous faire c'est un truc que je n'ai pas vu souvent faire. Là, il va nous faire cette espèce de powerbomb inversé là sur Kevin Owens quoi. Et au poids du Kevin Owens, c'est quand même costaud cette prise. Derrière, on aura un peu de tout, du DDT de Kevin Owens pour du near fall, de la colère de Cody Rhodes qui va se faire passer par-dessus la table des commentateurs. Et à ce moment-là, qui c'est qui débarque? Le Seth Rollins qui vient s'installer en dessous du Titantron pour voir un petit peu ce qui se passe. Baston entre Cody et Kevin aux abords de la table des commentateurs. Bref, ça va pas du tout. On va se retrouver un peu plus tard dans le ring, parce que vous savez, il y a aussi les coupures pub. Alors, on va avoir quelques tentatives de souplesse, quelques contres. Toujours Kevin Owens à la manœuvre. Et finalement, au bout d'un moment, on sent que Kevin Owens est arrivé au bout, va certainement remporter le combat. Cody Rhodes est au sol depuis un long moment. Hein. Kevin Owens va monter sur le turnbuckle. Contre de Cody qui va venir mettre quelques coups de poing pour essayer de s'en sortir. Seth Rollins va venir se mettre, va commencer à gesticuler dans tous les sens, va pas être content. Il y en a un, du coup, ça va sortir du ring. Kevin Owens, du coup, va sortir du ring et il va commencer à avoir une altercation en fait avec Seth Rollins aux abords du ring, quoi. Et Cody Rhodes est à genoux au milieu du ring en train de regarder un peu ce qui se passe et là, Seth Rollins, il va faire une boulette quand même, papy, je crois, quoi. Parce que il va traiter notre ami Kevin Owens de fat ass. Alors, grosso merdo, il va le traiter de gros cul, quoi. Et alors ça va pas du tout, mais alors pas du tout plaire à Kevin Owens, qui va tout simplement décider d'abandonner le match et va se faire décompter par l'arbitre. Cody Rhodes va aller célébrer la victoire derrière sur les poteaux, mais il y a Rollins évidemment qui va venir intervenir et va l'en faire tomber. Donc c'est un Kevin Owens bougon qui va être déclaré vaincu par décompte à l'extérieur et une nouvelle victoire du coup pour Cody Rhodes à Monday Night Raw, papy. Une nouvelle victoire par DQ. Tu vois, j'étais très très surpris de cette victoire par DQ, qui signifie qu'on protège encore Kevin Owens pas mal, parce que je pensais vraiment que Cody Rhodes allait rouler sur tout le monde, notamment tous ceux qui n'avaient pas un programme en main event, et que Kevin Owens en ce moment il est en programme avec Ezekiel, donc je pensais vraiment qu'il allait redescendre la carte, mais non, on continue à le garder haut. Alors c'est peut-être partie remise, hein. Peut-être que la semaine prochaine il va se prendre une défaite clean, mais bon, en tout cas il a été protégé pour ce soir. J'étais surpris moi de voir Kevin Owens arriver, enfin j'étais surpris. J'ai dit comme toi, j'ai dit en fait c'est logique que ce soit lui, mais sur le coup moi je pensais vraiment qu'il allait nous ressortir le mise en fait, vu qu'on l'ait pas vu de la soirée, que la semaine dernière il est perdu, je dis tiens il va nous reprendre le mise. Et je trouve ça pas terrible comme idée en plus. Mais comme on en avait parlé, on disait ah tiens peut-être que lui ça va durer un petit peu le temps qu'il y ait le Seth Rollins Cody Rhodes, ce sera peut-être le Miz qui va revenir. Mais non c'est pas lui et c'était tant mieux, c'est une bonne idée d'avoir pris Kevin Owens. Le match était bon. De mémoire ils s'étaient déjà affrontés en dark match je crois les deux pour justement que de se roder un petit peu et c'est vrai que là pour contrairement au match de Mania qui était le retour de Cody,
qu'on a expliqué, plus forcément tous les mêmes repères avec les catcheurs, puis en plus l'émotion. Là, il y a le match est nickel. J'ai pas souvenir d'un seul truc qui passe à côté. C'est un bon main event et avec deux bons catcheurs, un troisième qui est aux abords du ring. Voilà, ça manque de ceinture à Raw, mais il y a quand même des sacrés bonhommes et j'espère vraiment qu'ils vont continuer à les mettre en valeur. Ouais, bah écoute, moi je trouve que c'était un super match, quoi. J'ai vraiment, j'ai pris un grand plaisir à suivre ce Cody versus KO. Vraiment avec deux catcheurs que j'aime bien et tout. Enfin, bon, tout était réuni avec l'intervention de Seth Rollins. C'est effectivement un peu surpris par la DQ, mais comme tu l'as dit, finalement, c'était certainement pour protéger KO qui enchaîne les main event après main event après main event après main event. C'est vraiment, alors là, lui aussi, hein, là, on veut parler des mecs établis, hein, mais le Québécois là, il est plus qu'établi, quoi. Hein. Donc c'est vraiment, non, vraiment, c'était bien de bout en bout. Et même si avec cette DQ, eh ben, au final, c'est pas bien grave, ça passe plutôt crème. Et puis parce ça donne envie de voir la suite, tout simplement. Donc moi, pour moi, c'est opération réussie. Et ben écoute, ainsi s'achève ce Monday Night Raw à Buffalo. Comme je vous dis de temps en temps, voilà, il y aura eu un dark match, un tag team match. Par contre, c'était entre les New Day et Ridge Holland et Sheamus. Et je vous parle de ça parce que Sheamus me fait beaucoup rire en ce moment parce qu'il tweet des trucs liés à Butch et il a trouvé une laisse pour Butch, ils l'ont attaché et tout ça quoi. Et puis là, je crois que c'est hier soir, il a laissé un tweet en disant qu'ils étaient très inquiets parce qu'ils avaient perdu Butch quoi, ils s'étaient détachés et que donc alerte, Butch était dans la nature et apparemment il cherchait les New Day en particulier. Donc il va falloir se méfier. Il y a un Pete Butch dans la nature. En attendant, notre papy, il va nous donner son top, son flop, sa note, Son note. son note du Monday Night Raw du 18 avril 2022. Qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais donner? Je ne sais pas. Top. Alors c'était un joli Raw, hein, avec pas mal de segments qui étaient suivis et qui étaient pour une fois bien classés dans l'ordre. T'avais un mini fil rouge avec l'histoire de Cody et Seth Rollins, même si je trouve qu'il était un petit peu trop fin pour moi. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus épais, mais sinon ça se regardait bien. Du coup, j'ai pas vraiment de flop qui me viennent à l'esprit. J'ai même pas envie de le donner au mariage parce que le mariage c'est regardable quoi. Je ne sais pas, j'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à trouver. Est-ce qu'on a les absents ce soir? Qui c'est qui était pas là? C'est qui était pas là. Euh... Ouais, je vais donner mon flop à Rey Mysterio, voilà, parce qu'il est pas là et que j'aimerais mieux le voir lui contre Virman que d'être Jobber. Ouais, c'est désolé, hein, Rey, mais il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. J'ai pas d'idée. Toi, t'as Mon envie top. que ça soit Rere qui se fasse casser la gueule tous les lundis. Eh. Bah oui, mais c'est ça, Rey, il est très bien quand il se fait casser la gueule contre des géants. C'est ça la vie de rêve. Mon top. Je vais le donnais au segment la victoire d'Austin Theory, puis sa célébration, je trouve ça très sympa et très rafraîchissant. Et ma note, c'était un bon Raw, qui après un Raw de la semaine dernière qui était vraiment, qui m'avait déçu non pas par rapport aux participants, mais vraiment par sa construction qui était vraiment bancale. Là, ils ont gardé les mêmes recettes en termes de participants, mais par contre la construction est bien mieux réussie. Euh, et donc du coup, je vais donner une bonne note. Je vais donner un bon 3,5 à ce Raw, qui était très plaisant et qui, une fois de plus, comme le SmackDown, donne envie de voir l'épisode de la semaine prochaine. Ouais, je suis bien d'accord. Moi aussi j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Mon flop, pareil, j'ai un peu du mal à déterminer quand même quoi. Il y avait vraiment rien de faible en Ouais, fait. Hein. ouais, ouais. Alors, sauf si on part dans le principe que je mets un flop sur un truc un peu what the fuck. Alors, c'est sûr que, ouais, what the fuck, c'est le mariage, c'est le détecteur de mensonges, c'est des trucs comme ça, quoi. Mais au final, moi, j'ai trouvé que ça passait bien avec l'ensemble, avec le rythme de l'émission et tout, quoi. Et, ouais, voilà, ouais, donc Mais c'est un vrai flop que à Jerry Lawler, voilà. Ouais, c'est vrai que le retour de Jerry Lawler au commentaire, c'est pas forcément le truc qui me fait le plus plaisir. Alors là, voilà, bah ouais, tiens, bah, bonne idée, papy. Je peux mettre un flop parce que dans ces cas-là, pourquoi pas aller chercher un Wade Barrett à NXT Ouais, ça aurait été pourquoi pas parfait. tenter quelques innovations aux commentaires, pardon, plutôt que de mettre un Jerry Lawler parce que bon, ouais, oh Ah, non, puis, et puis ces blagues, elles sont éculées. Tiens, ah, voilà, ouais. je retire mon flop à Rémi Sérieux, je le refous sur Lawler. Parce que ces blagues, c'est tout le temps les mêmes. Tout le temps les trucs à moitié misogynes, à moitié machin. Et puis, hey, dégage le vieux, là, tu nous saoules.
Ouais, bah écoute, hein, moi c'est pareil. On a beau être la tag team gériatrique de catch-up, franchement, là, quand j'entends un lawler, ouais, c'est pas possible, quoi. C'est tout simplement pas possible. Donc allez, comme ça, si on lui met un double flop collégial, c'est parfait. Et puis mon top, bah, il y aurait parce qu'il y a eu deux trois trucs différents auxquels j'aurais pu attribuer mon top, je pense, tout simplement sur ce show. Et mais je vais le donner quand même parce qu'on termine, voilà, très important avec un gros main event, quoi, un match de presque 18 minutes. Ah, voilà, ouais, deux catcheurs que j'aime bien dans une super rivalité, tous les éléments sont réunis et ça donne un final de Monday Night Raw. Voilà, quand on éteint son écran, on se dit c'était cool ça c'était bien. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Donc là, dans ces cas-là, ça veut dire qu'ils ont réussi leur affaire. Et ma note, bah écoute, moi je vais mettre allez, je vais mettre un bon 3,25 à ce Monday Night Raw. Allez, c'était bien cool comme ça, quoi. Et ben voilà, peuple de catch-up, cher papy, nous sommes arrivés au bout de ce Monday Night Raw du 18 avril 2022. On vous rappelle que est en ligne le SmackDown de ce week-end, reviewé par l'archange Géliel et le papy anti Atimi, ici présent. Pour nous retrouver, c'est facile, sur la communauté Discord, tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Laissez-nous des commentaires, parlez-nous un peu du House Show de Paris, comme je vous l'ai dit déjà au début, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires si vous allez y aller, comment vous allez y aller, qu'est-ce que vous allez y faire, qui c'est que vous allez supporter, et vous allez venir nous raconter tout ça à l'antenne, à Catch Up. Je vous attends, pour ça c'est facile, il y a les réseaux sociaux pour nous contacter, Instagram, Facebook, Twitter, @CatchUpCDC, CDC pour Cahier du Catch, je le rappelle, et @Tonton Catch-up, vous pouvez nous envoyer des MP pour tout ce qui concerne le WWE in Paris, toutes les bonnes plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Voilà, j'ai fait le tour, il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team, partenaire gériatrique of the day, le papillon Atimi, merci mon papy. Merci mon papy de ta présence pour ce Monday Night Raw. Bah merci à toi, tonton le bafouilleur brailleur, pour ta présentation magnifique. Ouais, ça botche un peu de temps en temps, mais on arrive à tenir ça la serait route. pas catch-up si ça botchait pas, de toute façon. Ouais, exactement. On est entre nous, hein, de toute façon, personne ne nous écoute, c'est bien connu. Allez, peuple de catch-up, c'est sur ces bons mots qu'on va vous laisser. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face, et on enchaîne en vous collant un bridging au Connor Roll pour le tomber. 1, 2, 3, victoire en filou de la team catch-up. Salut papy. Salut tonton, salut à tous. Et salut peuple de catch-up. Le saviez-vous? On fête les 20 ans de la carrière de Randy Orton. Hey Randy, happy birthday. Je fais très mal la vipère. Psst, psst.